Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur First Print, votre podcast comics préféré. On se retrouve aujourd'hui pour le second chapitre de notre omnibus invincible des comics à l'écran. Après le premier numéro qui avait été fait en compagnie de Benoît Dupac, qui était le directeur artistique de la VF de la série d'animation, il est grand temps quand même sur First Print de parler un peu, et même beaucoup, des comics invincibles, de leur histoire et de leur impact sur la culture populaire, sur l'industrie de la bande dessinée américaine. Et aujourd'hui, eh bien, nous avons forcément Corentin avec nous. Salut, ça va Arnaud Kikou? Eh ben, ça va très bien, merci Corentin, toi qui as lu tout Invincible, qui sera un peu l'invité expert du coup, puisque moi je ne serai que l'animateur. Wow. Et on ne pouvait bien sûr pas parler d'Invincible sans l'éditeur qui les a ramenés en France, Thierry Mornay, directeur éditorial chez Delcourt. Bienvenue à toi. Merci, bienvenue à vous tous qui écoutez, et merci à vous de m'accueillir ici. Ça fait vraiment très 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 plaisir Thierry de t'avoir avec nous. Tu aimes Invincible, j'imagine que c'était une des productions de chez vous qui te tient particulièrement à cœur. Oui, plaisir partagé pour commencer. Et puis oui, pour ce qui concerne Invincible, ça fait Invincible. On va le franciser, ce sera plus simple. Ouais. Allez, soyons fous. Et oui, c'est vraiment une série qui m'a dès sa première parution et publication aux États-Unis intéressé par le côté frais, l'approche vraiment fraîche qu'il dégageait, que ce créateur qui est exceptionnel, qui est Robert Kirkman, dégageait. Ce fut le cas lorsque j'ai commencé à publier les premiers épisodes sous une autre bannière même que celle des éditions Delcourt, puisqu'il s'agissait des éditions Sémite pour lesquelles j'officiais en tant que rédac chef il y a maintenant près d'une vingtaine d'années, en même temps d'ailleurs que les premiers épisodes de Walking Dead, et en l'occurrence lorsque j'ai rejoint l'équipe de Guy Delcourt. Ça fait partie des séries que très très vite je lui ai proposé d'éditer et de travailler dans le cadre de la collection Contrebande que j'anime depuis maintenant 16 ans, voilà, tout simplement. Donc oui, c'est une longue histoire, je dirais, d'amour entre guillemets avec Robert et avec ses créations, oui, depuis carrément les origines de leur apparition chez Image Comics aux États-Unis. Et Invincible, oui, pour moi ça a toujours été aux côtés de Walking Dead, même si ça n'en a pas encore à ce jour le même retentissement commercial ou public. Ça a toujours été une série que j'ai essayé de soutenir et de promouvoir et d'éditer de la meilleure manière possible. Et on arrive à se rendre compte aujourd'hui que de plus en plus de fans et de lecteurs se rallient à la cause d'Invincible, et j'en suis particulièrement ravi, bien sûr. Alors Corentin, un petit topo juste. Invincible, qu'est-ce que c'est ? C'est un comics de super-héros, Arnaud, ça m'étonne que tu ne le saches pas. Donc oui, Invincible, alors c'est une des séries effectivement qui est la plus longue dans la bibliographie de Robert Kirkman, donc qui apparaît vers 2003. À l'époque justement, Kirkman travaille chez Image Comics, il vient de faire une mini-série Super Patriote avec Cory Walker, et à ce moment-là en fait Image leur propose de continuer à travailler avec eux, de faire de la création, et en l'occurrence le personnage de Invincible en lui-même, donc Mark Grayson, va apparaître dans les pages de Savage Dragon. Et il y a tout un flou, on va dire, éditorial sur justement ce qu'on va appeler l'Imageverse en général, c'est-à-dire les créations de créateurs qui justement possèdent les droits de leur série, mais qui acceptent de jouer le jeu dans des crossovers occasionnels, etc. En l'occurrence, Dragon va même être là pendant assez longtemps, donc il sera là à l'enterrement, entre guillemets, qui scelle la transition de période. À ce moment-là, en fait, Kirkman, lui, il imaginait juste une série qui serait l'histoire du fils de Superman. C'est-à-dire qu'il a cette idée de Cosmic Boy, ou de Cosmic Kid, je crois, qui après deviendra Bulletproof, qui après deviendra Invincible, puisque si le mec est Bulletproof, forcément, il est invincible. Et puis en commençant à écrire, justement, en parlant avec Walker, ça met très longtemps à être créé, la série Invincible, ils se disent en fait que ce serait peut-être intelligent de prendre à revers en fait la perspective du fils de Superman pour poser la question mais imaginons par exemple que ce Superman-là soit pas forcément le gentil de l'histoire. Et donc ça commence comme ça en 6 numéros pour faire une sorte d'establishing, j'allais dire, d'établissement un petit peu du statu quo, donc présenter un petit peu cet univers où il y a plein de super-héros, où c'est quelque part même très banal d'être un super-héros, très normal. On voit les scènes de famille justement où ils sont à table, oh j'ai des super-pouvoirs, ah trop bien, tu me passes les patates, etc. Tu vois, c'est un petit peu la dynamique où il y a beaucoup d'humour, où c'est assez léger, c'est vraiment inspiré par... Enfin, on a coutume de dire que Invincible c'est un peu le croisement entre Spider-Man et Superman.
dans le sens où c'est un jeune héros qui est assez léger, qui a des aventures romantiques, qui est un petit peu accablé par le poids de la famille, par le poids des drames dans sa vie, et parce qu'il a les pouvoirs de Superman et l'enjeu de la Terre qui repose sur lui. Ce qui fait que du coup la fusion est assez réussie. Au départ, ça part vraiment comme une sorte de décalque de Ultimate Spider-Man. Donc des séries adolescentes avec voilà. C'est même beaucoup plus proche à mon avis de Spider-Man que de Superman en fait, au niveau du saut, de la manière. Ouais. Voilà, bah c'est vraiment le gamin de ce Superman là. Et puis après arrive entre les numéros 7 et 8 un renversement assez important, on va dire, qui fait partie des moments cultes de la bande dessinée américaine, que personne n'avait vu venir, puisque même quand tu le relis aujourd'hui, t'as même du mal à croire que ça a été prévu, entre guillemets. Et c'est à ce moment-là aussi que l'artiste Ryan Ottley va récupérer les dessins, puisque simplement Cory Walker le dira lui-même, il n'est pas fait pour travailler en mensuel, il n'arrive pas à tenir les délais. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de réutilisation de cases, un truc que Kirkman va réussir à utiliser comme une force de la série, alors qu'au départ, effectivement, c'est juste une petite paresse de la part de Walker. C'est un moyen de gagner du temps, oui. Tout à fait, ouais. Alors Ottley va récupérer le truc et il ramène immédiatement beaucoup plus de violence, beaucoup plus d'épique, un truc beaucoup plus cartoony et qui va justement transcender ce côté adolescent pour aller vers vraiment une série un peu brute, hein, on peut le dire. Et à ce moment-là, en fait, Kirkman, lui, ambitionne d'arrêter la série. À plusieurs reprises, il va en parler. Il pensait justement faire un petit peu comme ces auteurs d'Image Comics qui ont confié leurs personnages à d'autres scénaristes par la suite. Sauf qu'en fait, il va jamais vraiment réussir parce qu'il aura toujours un truc à raconter. Et donc après, va commencer à s'étendre justement cet univers-là avec Tech Jacket, avec les Guardians of the Globe, etc. Devenir un vrai gros univers partagé qui va servir même à Kirkman de tribune contre l'industrie des comics, puisqu'il va souvent justement utiliser le personnage de Séance Dog pour envoyer des petites tacles à DC et Marvel. Il va parodier le côté reboot, il va parodier le côté c'est le même personnage, enfin c'est le même héros, mais on va lui filer un legacy character, tu sais, un petit peu à la Dick Grayson dans le costume de Batman, tu vois. Et finalement, en fait, ça va continuer, ça va enfler, ça va durer des années, de très longues années, et ça va être du coup effectivement avec Walking Dead sa deuxième plus longue saga. Qui maintenant, voilà, avec le recul, effectivement, est considéré comme un des chefs-d'œuvre de la BD américaine. Est-ce que je t'ai bien répondu, Arnaud ? Ah oui, je crois que c'était quand même une très bonne réponse à cette question. Thierry, toi, tu avais lu le premier numéro lors de sa parution VO, t'étais tombé dessus directement au lancement ? Oui, tout à fait. C'était une époque où donc je collaborais avec les éditions Semic et où on cherchait à renouveler à l'aube des années 2000 un petit peu le catalogue en amenant un vent frais, je dirais, de nouveaux personnages et de nouvelles séries, principalement de super-héros. À l'époque, j'animais le catalogue Semic à l'aide de pas mal de séries Image, dont certaines arrivaient à avoir une bonne dizaine d'années d'âge. C'était le cas de Witchblade, Darkness et Spawn. Et puis bien sûr l'univers DC qui lui on était bien dans des années qui étaient bien avant le reboot des New 52 et donc c'était des personnages un petit peu installés à défaut de dire poussiéreux ou vieux et donc quand t'es arrivé cette nouvelle vague distillée par Jim Valentino qui était à la tête d'Image à l'époque parce qu'il faut au moins lui reconnaître effectivement ça c'est peut-être l'un des auteurs co-créateurs de Image et fondateur d'Image qui est l'un des moins sur le devant de la scène, l'un des moins connus en dépit de son travail sur les Gardiens de la Galaxie chez Marvel avant mais Jim avait cette volonté de mettre en avant un certain nombre de nouvelles séries de super-héros et c'était le cas avec Venture, ça a été le cas avec Noble Causes de Jay Faerber, c'était le cas avec Firebreather également et Invincible qui m'avait semblé être la plus prometteuse de toutes ces séries et ça s'est avéré être le cas sur la durée et ce qui m'a effectivement plu d'entrée de jeu puisqu'il faut préciser que Invincible a été publié juste avant à quelques mois après le tout premier numéro de Walking Dead et oui c'était pour moi une bonne bouffée d'air frais dans l'univers des super-héros dont je commençais déjà un petit peu à me désintéresser parce que le côté fantasme du super-héros surpuissant en mode adolescent m'avait un petit peu voilà, question d'âge aussi et d'intérêt de lecture, mais j'avais un petit peu délaissé ça depuis quelque temps. Justement, je recherchais des choses qui avaient un angle d'approche un peu particulier, et c'est encore le cas aujourd'hui, 20 ans plus tard, au sein du catalogue Contrebande chez Delcourt que j'anime. À chaque fois qu'on propose ou qu'on présente des séries de super-héros, elles
ils ont en elles, je dirais, un angle d'attaque vraiment particulier, que ça soit irrécupérable avec justement un Superman de cet univers-là très méchant, que ça soit Furtif qu'on va présenter prochainement, qui est une autre création de Kirkman, que ça soit Invincible. On a toujours un angle d'attaque qui n'en font pas des super-héros traditionnels au sens propre du terme, mais toujours des personnages avec un intérêt et un angle d'attaque qui est vraiment intéressant éditorialement parlant. Alors, comment est-ce que tu présenteras un petit peu l'histoire pour quelqu'un qui n'aurait jamais lu Invincible? Comment est-ce que toi, vu que tu es quand même la personne la mieux placée pour présenter l'œuvre, comment est-ce que tu présenterais la bande dessinée aujourd'hui? Bon, en complément de ce que Corentin a dit et qui était déjà assez complet, oui, moi je rebondis sur ce qu'il précisait, à savoir que c'est pour moi vraiment le Spider-Man des années 2000. On a à travers la fraîcheur qu'il peut y avoir, à travers la qualité d'écriture et la stabilité aussi des équipes de création. Alors c'est assez drôle quand tu parlais tout à l'heure du passage du crayon de Cory Walker qui ne tenait pas le rythme mensuel à Ryan Otley. C'est très marrant de voir qu'il y a un parallèle à opérer aussi avec Walking Dead, puisque de la même manière, Tony Moore, après quelques numéros, a laissé les rênes graphiques de la série à Charlie Adler, avec le succès que l'on sait. Et une bonne partie du succès justement de ces deux séries-là tient au fait qu'ils sont des séries qui ont toujours été publiées de manière extrêmement régulière, sans jamais avoir de hiatus de publication aux États-Unis, quoi. C'est pas forcément le cas en France. On y reviendra peut-être tout à l'heure sur l'histoire éditoriale d'Invincible en France, mais là-bas, oui, ça a concouru au succès durable de la série. Moi, le seul moyen de la présenter effectivement de manière très très courte, c'est effectivement ça. C'est le Spider-Man des années 2000, avec comme particularité une violence explicite, très frontale, qui est justement un peu en décalage avec le côté presque acidulé et doux du trait de Ryan Otley, de Cory Walker pour commencer, de Ryan Otley ensuite, et ça crée un espèce de décalage visuel entre le contenu éminemment sérieux, violent, puissant des récits et un dessin qui peut sembler en apparence très léger, non pas par sa qualité, mais par son rendu en fait, puisqu'on a très très peu d'aplats noir et blanc et avant tout des couleurs extrêmement chatoyantes. On a une bande dessinée qui est extrêmement lumineuse, ce qui était justement l'une des particularités de Spider-Man lorsque le personnage a été créé au début des années 60. Je suis assez d'accord, effectivement, et c'est là qu'on peut même se poser la question de l'accident heureux qu'a été Invincible 7, qui est le moment où justement ça change de style. C'est que Otley, même quelque part, quand il a récupéré la série, il s'est appliqué à essayer de garder cette dynamique de cases répétées par moment, parce que ça faisait partie de la narration d'Invincible en fait, et il a vraiment essayé d'épouser les designs de Walker. Même pour les nouveaux personnages qui ont été créés ensuite, on est resté dans cette espèce de croisement un petit peu Silver Age, de créatures un petit peu absurdes, de costumes très très colorés, très fantasques, avec, comme disait effectivement Thierry, beaucoup plus d'aplats. C'est vrai qu'il y a peu d'effets d'éclairage ou d'effets d'ombrage dans Invincible, c'est vraiment des faces pleines justement pour les couleurs. Et ce qui est drôle, c'est que la série va vraiment aller très loin. Moi, je dirais, pour continuer à la présenter, que c'est un petit peu comme les Tortues Ninja de Tom Waltz. C'est vraiment, en fait, une recherche du statu quo qui va systématiquement bouger. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de situation figée. Tu peux pas prendre Invincible au tome au tome 10 et essayer, grosso modo, de juste prendre le train en route. Enfin, tu peux essayer. Après, il y a probablement des façons de le faire. Mais il faut quand même commencer par le début, parce que c'est une histoire qui a un début, un milieu, une fin. Et dans ce milieu-là, contrairement à Batman, contrairement à Superman, contrairement même à Spider-Man, où justement tu sais quand tu rentres dans une histoire de Spider-Man que tu vas quand même avoir des poncifs, on va dire, comme la Tante May, le travail au Daily Bugle, etc. Là, en l'occurrence, la vie de Mark Grayson ne fait que changer, la vie des personnages qui l'entourent ne fait que changer, et le statut du monde en lui-même, voire même de l'espace, va systématiquement aller vers une continuité en fait. Alors ça, c'est une des particularités de la série dans son écriture. C'est des choix vraiment éditoriaux et de scénaristes de Kirkman, qui en cela s'est beaucoup inspiré d'un de ses modèles et amis qui est Eric Larsen sur Savage Dragon, puisque tu évoquais tout à l'heure, Arnaud, le lien qu'il pouvait y avoir même initialement entre les deux séries. Ils se connaissent bien. Super Patriot est un personnage qui est issu de l'univers de Savage Dragon, et Cory Walker et Kirkman ont travaillé ensemble dessus, publié d'ailleurs, cet album a été publié en France d'ailleurs. Et là, la volonté de Kirkman affichée sur Invincible, c'est de nous convier à une saga linéaire dans le temps, où on va
on va découvrir Invincible en tant que Mark Grayson, alors qu'il n'a toujours pas ses pouvoirs, il n'est pas encore Invincible au début de la série, et on va grandir et on va vieillir avec lui, ce qui est le propre aussi de la saga Savage Dragon, contrairement à ce qu'on trouve chez les Big Two, avec des personnages pour lesquels systématiquement, à l'issue de chaque récit, de chaque arc, le statu quo est maintenu, on revient au point de départ. De toute façon, on vous a raconté peut-être une belle histoire avec des beaux combats, des changements, mais qui finalement finissent par être balayés et disparaissent, et on reprend les choses exactement au même point de départ qu'à l'origine, lorsqu'une nouvelle équipe prend le relais. C'est pas du tout le cas sur Invincible, et c'est ce qui en a fait aussi d'entrée de jeu l'un des intérêts de cette série. Ça avait été quoi ta réaction juste à l'époque, justement, avec ce fameux numéro 7 qui est le point pivotal, et il me semble que dans une des post-phases de l'album, justement, Robert Kirkman dit qu'il avait prévu d'abord de faire un peu plus long avant d'amener ce point de chute, mais qu'il a été peut-être un peu précipité parce qu'il avait peur que les lecteurs se désintéressent trop vite de la proposition et que ça l'a poussé à ramener donc cette énorme bascule dès le numéro 7. C'était même un prérequis éditorial, parce qu'à l'instar de Walking Dead, ce qui avait été précisé par les éditeurs chez Image, et Valentino en particulier, c'était que bon, pas sûr que les lecteurs soient suffisamment nombreux sur la durée pour que la série dure des dizaines et des dizaines de numéros. Donc il était important, même en termes de rythme et de narration, d'amener des éléments chocs suffisamment vite. Alors l'aspect graphique, pour répondre à ta question, personnellement il m'a pas plus gêné que ça, parce que j'ai trouvé que il n'y avait pas de hiatus, il n'y avait pas de choc graphique aussi fort sur Invincible que celui auquel on a pu assister quelques temps plus tard sur Walking Dead. C'est-à-dire qu'on a Charlie Adler, qui est un dessinateur qui travaille de manière extrêmement différente de Tony Moore, et effectivement les lecteurs à l'époque avaient été probablement beaucoup plus choqués qu'ils ne l'ont été par la transition entre le dessin de Cory Walker et celui de Ryan Otley. Il y a des choses qui sont communes, ce sont pas les mêmes dessinateurs, le trait de Cory Walker, qui est un excellent designer, c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle c'est très intéressant de le retrouver en tant que chara-design sur le dessin animé, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais en l'occurrence, il y a un côté très doux, très à la fois anguleux pour un certain nombre de choix, mais également très doux dans la manière de dessiner de Cory Walker. Ryan Otley est un peu plus anguleux dans sa manière d'approcher, mais on a fondamentalement la même approche de travail au trait, de dynamisme, de mise en page chez l'un que chez l'autre. Donc le tout accompagné d'une colorisation qui est effectivement identique et qui maintient une linéarité sur l'ensemble des épisodes de cet arc qui va jusqu'au numéro 12-13, si on veut, moi personnellement ne m'avait pas du tout choqué à l'époque, et j'avais parfaitement accepté le changement de dessinateur. Il n'y avait pas de grosses différences visuellement. Non, pardon. Après, quand je parlais de choc, c'était aussi surtout pour ce qui est présenté dans ce numéro en question, et est-ce que l'histoire en elle-même t'avait surpris, est-ce que tu t'attendais à ce que ce passage, j'essaie de pas le dire pour les gens qui découvriront la série après, les comics après, voilà, tu vois. Alors bon, si vous avez vu l'épisode 1 de la série, vous êtes au courant et tout ça, mais on va quand même essayer de garder ça spoiler free. Les deux surtout, ouais. Oui, bien sûr, on découvre des choses, mais c'est aussi la qualité d'écriture de Kirkman que de nous tenir en éveil, justement. Enfin, il y a pas, encore une fois, on est sur une logique de série indépendante, en creator own, c'est-à-dire dont les droits appartiennent aux auteurs, et on n'est pas du tout avec le joug souvent imposé par des grosses maisons d'édition sur des personnages qui n'en sont plus et qui sont avant tout des licences. Là, on est dans le cadre d'une création de bande dessinée, avant tout, et en dépit du succès rencontré par Kirkman depuis toutes ces années. C'est fondamentalement quelqu'un qui est un scénariste, qui aime la bande dessinée pour ce qu'elle est. C'est son milieu d'expression, son domaine d'expression. C'est là où il excelle, et cette manière qu'il a de ne jamais faire les choses qu'on attend au sein de ces séries et sur ces personnages, très vite on le découvre. C'était déjà le cas sur les tout premiers épisodes de Walking Dead. Là il y a un statu quo qui bouge, probablement activé par ce que j'évoquais tout à l'heure, à savoir les conseils éditoriaux donnés par Jim Valentino, qui lui disent faut peut-être que là tu incorpores des éléments qui sont des game changers, qui sont des choses qui font bouger vraiment la narration du récit en cours, pour surprendre et accrocher les lecteurs
justement de façon à ce qu'ils aient envie de venir, parce que comme Arnaud le précisait tout à l'heure, on a des 6 premiers numéros qui sont une mise en place, quoi. C'est on met en place des personnages un petit peu traditionnels, et il s'agissait effectivement de secouer le cocotier. Il l'a parfaitement bien fait à partir du 7e numéro, que ça soit graphiquement avec l'arrivée de Ryan Otley, ou que ça soit à travers le récit lui-même, quoi. Mais si je dis pas de bêtises, la première édition française, enfin le premier trade français, le premier TPB, le premier relié, s'arrêtait au numéro 6 justement, non ? Oui, absolument. Ouais. Alors ça, c'est même un choix propre à l'édition française, parce qu'aux États-Unis, le tout premier trade ne comportait que 4 numéros. Ce que je trouvais un petit peu faible, moi, en pagination, et puis surtout, je tenais, ayant déjà lu à l'époque ce qui survient au 12e numéro, qui est un énorme choc graphique aussi bien que narratif, je tenais absolument à ce que ce récit-là tienne en deux albums et non plus en 3, comme c'était le cas aux États-Unis initialement. Et donc j'avais souhaité et demandé et obtenu le fait qu'on puisse regrouper les 6 premiers numéros au cours d'un seul et même récit, sachant que les 4 premiers avaient été initialement publiés chez Semic, mais dans le cadre de magazines, cette fois-ci, de magazines anthologiques. Ouais, c'est vrai que parce que moi je me souviens quand j'étais ado, c'était, je parle de ma vie une seconde, c'était des amis de mes parents qui savaient que j'étais fan de super-héros, à l'époque j'en lisais pas vraiment, qui m'avaient acheté le premier tome d'Invincible, et justement je l'avais lu, j'étais encore dans une période un peu bougon, où tu sais justement tout ce qui était un peu trop poupi, ça m'allait pas trop, et en fait j'ai eu le premier tome et je me suis dit bah c'est nul, il se passe rien, etc. Il a fallu vraiment attendre des années, justement en traînant sur les forums de Comics Blog, où on m'a fini par m'orienter vers, on m'a dit non mais en fait ça devient vraiment bien après, il faut que tu persistes et tout, et finalement justement c'est en découvrant le tome 2 où directement tu rentres dans le dur que je me suis dit ah ouais ok d'accord, ça va quand même beaucoup plus loin effectivement. C'est pour ça que le choix m'avait un peu interloqué à l'époque, et je comprends quelque part que Kirkman pour la série animée, parce que là du coup il y a eu des changements d'ordre d'épisodes etc, ait voulu mettre le twist beaucoup plus vite pour justement éviter de perdre le spectateur qui n'aurait plus aujourd'hui la patience de parce que quand même c'est 7 mois, tu vois, faut quand même se dire qu'à l'époque justement le mec qui achète son numéro tous les mois, il attend 7 mois avant si tu veux de comprendre vraiment de quoi la série va parler. Mm-hmm. Ouais, il y a un vrai changement de parti pris et d'approche de la série avec ce fameux numéro 7. Ouais. Maintenant, on était encore une fois il y a une bonne quinzaine d'années. La pagination moyenne des albums présentés. Je pense qu'aujourd'hui, si je devais recommencer, retravailler sur cette série à zéro, on choisirait peut-être de tout publier le premier run avec les 12 ou 13 premiers épisodes ensemble. C'est au demeurant ce qui a été fait récemment à travers l'édition intégrale, quoi. Et là, on a là, vous ne le voyez pas, mais Thierry saisit l'intégrale pour la montrer à la caméra. Et voilà, parce qu'elle est là. Non, mais t'as bien raison. Et puis alors, non, mais on peut même dire que voilà, si vous lisez cette première intégrale, du coup, vous êtes fin prêt pour aborder ensuite la série d'animation sans problème, quoi. Et donc, à partir de là, justement, quand tu avais eu ce premier tome, parce que tu mentionnais avant que tu voulais un petit peu parler de l'édition française, qu'est-ce qui a été un petit peu particulier de publier ça, donc sur, je crois que c'est 24 tomes en tout. 25, en l'occurrence. 25, pardon, même 25, ouais. Oui, puis pourquoi ? Parce que 25, c'est également la tomaison de la série aux États-Unis lorsqu'elle est publiée au format trade paperback. Même si on a changé les contenus des premiers numéros, on retombait assez rapidement sur les mêmes tomaisons en français qu'en anglais, tout simplement parce que on y a incorporé dans notre édition des mini-séries qui sont celles consacrées à Atom Eve et à Rexplode dans le cadre en tant que backup d'un certain nombre des albums en question. Donc ça nous a permis de rééquilibrer et de retomber là-dessus. Donc oui, 25 tomes, mais pas du tout un pari gagné dès les premiers tomes, hein, bien au contraire. Contrairement à Walking Dead lors de sa publication, à partir de la reprise de cette publication en 2007, où on a senti très rapidement qu'on allait avoir affaire à quelque chose qui rencontrait un certain succès. Je parle pas du phénomène que c'est devenu ensuite en 2010 avec la popularisation de la série et la diffusion de la série télé sur AMC. Mais avec Invincible, on a démarré vraiment très très doucement en fait. On a eu beau réimprimer au bout de quelques mois ce tome 1, mais le tome 2, le tome 3, ce sont restés des ventes qui étaient quasiment confidentielles en fait, à tel point qu'on s'est vraiment posé la question de savoir si on allait poursuivre la publication en français, et qu'il y a eu un gap de pas loin de 2 ans, je dirais, entre le tome 3 et le tome 4, ce qui peut sembler énorme, surtout aujourd'hui, mais on s'est accroché, c'est-à-dire que
un petit peu comme pour Walking Dead, où il a fallu convaincre, guider le cours de faire cette série qui mettait en scène des survivants dans un monde d'apocalypse zombie. Sur Invincible, je suis allé l'emmernuyer jusqu'à ce qu'il craque et qu'il me dise ok, on fait quand même le 4e, on y va. Et puis bon an mal an, la série s'est installée. On avait un certain nombre de lecteurs fidèles, pas forcément un nombre phénoménal de lecteurs, mais à tel point que c'était presque même étrange, puisque d'un album à l'autre, sur une période de vente de l'ordre de 6 mois par exemple, on arrivait à des chiffres de vente qui étaient quasiment identiques, mais je vais presque à l'unité près, quoi. C'était très 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 étonnant, assez stupéfiant d'observer que bon, on avait un lectorat extrêmement régulier et fidèle, mais on n'arrivait pas du tout à passer un cap qui aurait pu faire de cette série un succès. Aujourd'hui, avec 25 tomes de la série dans son format standard derrière, on peut dire qu'on est arrivé au moins. Ça, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur en tant qu'éditeur à la fin de la publication de la série. Et le fait de la reprendre au format intégral aujourd'hui, c'est une volonté de la présenter à nouveau, de donner une deuxième chance à cette série, mais aussi aux lecteurs qui ne l'auraient pas découvert en temps et en heure. C'est pas évident aujourd'hui de se lancer dans la lecture et dans l'achat d'une série qui fait 25 tomes, ça j'en ai parfaitement conscience. En revanche, une intégrale qui n'en comportera que 12, ça peut peut-être faire moins peur. Et puis on a des ouvrages qui sont beaux, pas peur de le dire, qui sont de qualité, avec énormément de bonus en plus par rapport à ce qui a pu être présenté initialement, quoi. Est-ce que tu vois justement une sorte d'amélioration de comment dirais-je, la réception d'Invincible, ou plutôt est-ce que les gens en parlent plus? Est-ce que même au niveau des ventes, ça se mesure depuis qu'ils ont annoncé la série télé de Prime Video? Alors, je sais pas si c'est lié au fait que la série télé a été annoncée, parce que faut toujours se méfier un petit peu de ce que d'aucuns considéraient comme des effets d'aubaine automatiques. Faut savoir que le fait qu'une série une série BD devienne une série télé ou un film n'est absolument pas corrélé au fait qu'on va se mettre à vendre des tombereaux d'albums derrière. Il y a quelques exceptions qui prouvent le contraire. C'est le cas de Umbrella Academy, qui a vraiment connu une deuxième vie avec la diffusion de la série éponyme sur Netflix. Ouais, c'était phénoménal. Vos rééditions des 2 premiers tomes étaient dans les top 20 de Livre Hebdo et tout. C'était assez incroyable. Alors que la série existait depuis 10 ans dans une indifférence quasi générale. C'est parce que Gérard Way publie les mini-séries avec 3 ans d'écart à chaque fois aussi, quoi. C'est vrai que ça n'aide pas du tout, mais même ça, je pense pas qu'on était sur un phénomène du tout. Enfin, ça n'intéressait pas plus les lecteurs que ça. The Boys est un autre exemple d'une série qui a connu quand même un certain succès en vente en librairie à la suite de la diffusion de la série sur Amazon. Walking Dead, je l'évoquais tout à l'heure, c'est une évidence. Là, ça a été un catalyseur colossal, mais on a beaucoup plus d'exemples de shows qui ne provoquent absolument aucun blip sur le radar des ventes que l'inverse, hein, d'accord. Donc, pour répondre à la question, je suis pas sûr que l'annonce de la série sur Amazon ait annoncé, ait permis effectivement une hausse des ventes immédiate. Je pense que beaucoup de personnes attendaient de la voir déjà pour avoir une idée. Non, ce qui se passe, c'est qu'on a quand même une maturation, il faut l'espérer, du lectorat qui petit à petit se dit soit j'aime bien les super-héros, j'en ai un peu marre des super-héros un peu standards, des Big Two, et puis j'ai envie d'aller découvrir autre chose d'un peu différent, un peu plus frais. Et là, la série Invincible, elle est une évidence de lecture pour tous ceux qui aiment d'ores et déjà ou qui ont aimé les comics et les super-héros Marvel et DC. D'un autre côté, oui, les premiers chiffres tentent à prouver sur les intégrales. Le tome 1 d'ores et déjà fait l'objet de 2 réimpressions, le tome 2 d'une réimpression également. Donc c'est des signes qui nous laissent à penser que ça frémit dans le bon sens, de manière à ce qu'un certain nombre de lecteurs se décident enfin à sauter le pas et aller découvrir cette magnifique et cette excellente série, quoi. Okay. Sur le plan de la violence, est-ce que ça a jamais été un frein pour le lectorat de façon plus générale, d'avoir quand même quelque chose qui se démarque à mort du reste du super-héros? Est-ce qu'il y avait des critiques par rapport à ça? Non, j'en ai jamais reçu et jamais eu. Après, faudrait demander aux lecteurs de faire un micro-trottoir lors des festivals pour savoir ce qu'il en est, si ça les gêne ou pas.
je suis pas sûr que ça soit cet aspect-là qui est gêné ou attiré plus que ça les lecteurs. On pourrait poser la même question à propos de The Boys, d'accord. Je ne sais pas. Honnêtement, je suis pas capable de répondre à la question aujourd'hui parce que je me substitue absolument pas au lecteur qui est toujours celui qui au final a raison. De toute façon, il a raison en suivant ou pas une série. Moi, je pense que ça, pardon, excusez-moi, moi, je pense que ça a même pu justement attirer du lectorat, puisque c'est vrai qu'il y a un public pour des histoires, si pas violentes, enfin, si pas adultes, mais forcément un petit peu plus violentes, si, quand même. Et justement, il y a une générosité de Ryan Otley vis-à-vis de ces fameuses séquences un peu brutales. C'est un truc que lui disait justement Kirkman, il lui disait, quand tu te fais une scène de violence, faisant une scène culte, comme ça, après, justement, les gens y reviendront juste pour ça. Et à mon avis, non, mais la série s'est vendue. Tu parles de générosité en disant ça. Ouais, alors, au niveau hémoglobine, c'est généreux. Il est généreux sur l'hémoglobine, effectivement. Ouais. Ça avait même fait le cas juste d'une salle de l'exposition Robert Kirkman au FIBD dernier, où il y avait cette partie sur les planches les plus gore de l'œuvre de Kirkman, et Invincible il figurait en bonne et due forme. Oui, mais c'est même plus violent que Walking Dead parfois. De fabrique au niveau écriture de Robert. Bon, bien sûr, l'exemple à nouveau de Walking Dead est là pour le prouver, mais c'est quelqu'un qui ne rechigne pas à montrer une violence explicite ou frontalement un certain nombre de choses, quoi, en fait. Même si sur des séries par exemple comme Outcast, on est beaucoup plus dans la suggestion parce que c'est le genre qui impose ça, et puis c'est même ce que on a eu de longues discussions souvent avec Charlie à ce sujet-là sur Walking Dead. Charlie Adler, c'est vrai qu'il est toujours plus efficace de suggérer quelque chose qui est monstrueux ou violent que de le montrer de manière frontale. Là, c'est le contre-pied qui est pris avec Invincible, et c'est le cas aussi dans la série animée, où on a vraiment des choses qui sont montrées de manière extrêmement explicite. On n'est pas là pour les masquer. Ça doit être un dessin animé, oui, c'est un dessin animé pour un public averti. Je dis pas un public qui est un public d'adultes, je dis pas un public, c'est pas tout public, mais c'est un public averti. Ouais, faut savoir qu'il y a des séquences qui sont dures à soutenir, ouais. D'autant plus que lorsque le mouvement du dessin animé amène en plus quelque chose par rapport à la bande dessinée, quoi. À la bande dessinée, il y a toujours l'imagination qui fonctionne entre deux cases, interstice, le fameux art invisible dont parle Scott McCloud, qui est ce que le lecteur va imaginer entre deux cases. Et c'est là où son imagination travaille. Là, on ne l'a plus dans le cas du dessin animé, donc tout nous est montré de manière extrêmement explicite et frontale. Mais ça, c'est le propre aussi de l'écriture de Kirkman. On aime, on n'aime pas. Bon, visiblement, il y a pas mal de personnes qui aiment, tant mieux. Mais c'est vrai que même au niveau du renversement, je t'écoute parler et les comparaisons à Walking Dead me viennent. Mais il y avait même déjà un peu ça à la fin du premier volume de Walking Dead, quand je peux spoiler le premier volume de Walking Dead, ou... Oui. Ok, bon, quand le fils de Rick bute sauvagement justement l'infâme Shane. Voilà, quelque part c'est une tactique d'écriture qu'il a toujours adoptée. C'est toujours ce moment où en fait, tu sais, où tu te dis shit just got real, tu vois, où en fait c'est le moment où grosso modo il t'explique de quoi vraiment va parler la saga. C'est-à-dire qu'elle va pas juste parler justement de ce côté adolescent, famille et compagnie. Il va y avoir du bourrinage, et quelque part, moi, enfin, dans le cas de Invincible, je pense vraiment que c'est aussi une réponse de l'indé, entre guillemets, au côté un peu prude parfois justement des Big Two, parce que même au sein de la série, il y a des scènes qui sont très... oui, tout à fait. Il y a des scènes qui sont même il suffit de se reporter aux années 70, 80 ou même 90. Enfin, le Punisher, par quelques récits même assez récents, ou Wolverine, quand tu les regardes, ils sont des personnages qui sont pourtant des personnages ultra violents et sauvages et capables d'une sauvagerie terrible. Ce n'est rien en comparaison de ce qu'on peut observer dans Invincible ou à travers le comportement de simples humains dans Walking Dead. Donc on a deux univers complètement, l'un qui est aseptisé, qui est celui des licences de Marvel et DC, et puis on a un univers où les créateurs se lâchent en n'étant pas coincés effectivement par un carcan éditorial, clairement. Ouais. Mais justement, c'est ça aussi qui est amusant, c'est qu'au-delà même de ces trucs-là qu'on pourrait considérer comme des soupapes de décompression pour l'imaginaire BD, justement, en fait, Kirkman, il a un vrai propos qui est digéré tout au long de la saga sur comment, en fait, les comics sont vendus, sur comment les comics sont fabriqués, avec justement le personnage de Science Dog, ou de Séance Dog, qui va être cette espèce de mise en abîme de l'auteur de fiction, de l'auteur de BD, où justement, en fait, Mark Grayson est fan de comics, va régulièrement parler avec un mec qui fait des comics, qui généralement l'envoie chier quand il lui fait des reproches sur les couvertures variantes ou sur les délais de publication. Il y a des tags
spectacle au New 52 parce que la série effectivement a couru pendant très longtemps et du coup à un moment donné ils ont croisé la route des New 52 et moi j'ai vraiment l'impression en fait que c'est aussi un peu la tribune d'un sale gosse qui quelque part justement assume d'être un des champions de l'indé quelque part, tu vois, un petit peu comme Vaughan ou comme Remender, qui a fait ce pari-là de travailler quasiment que en indé, qui aujourd'hui justement a tenu ce pari, en tout cas aux États-Unis, parce que la série a été un vrai succès aux États-Unis, et qui quelque part maintenant voilà peut se permettre d'être un peu plus arrogant, on va dire. C'est une arrogance que tu ressens. Honnêtement, c'est pas de l'arrogance parce que c'est quand on le côtoie et qu'on le connaît un petit peu, c'est juste quelqu'un qui aime ce qu'il fait profondément et jusqu'au bout et qui ne s'en laisse pas dicter. Il a envie d'écrire des récits comme ça et il le fait quoi, tout simplement. Mais c'est toute la liberté du creator owned des séries dont les rênes créatives restent aux mains de leurs créateurs, tout simplement quoi. Il y a des tas je pense, d'auteurs qui rêveraient aujourd'hui. Ça me fait penser à une anecdote souvent racontée par Todd McFarlane, qui est un autre champion du Creator Own, puisque c'est quand même depuis plus de 30 ans, enfin près de 30 ans, l'un des seuls à avoir gardé le cap et jamais avoir été retravaillé pour qui que ce soit d'autre que pour lui-même au sein du label Todd McFarlane Productions sur Spawn. Il dit mais moi le duel et le combat sans fin entre Batman et Joker, mais ça se règle en 2 cases. À un moment donné, Batman prend une batte ou un flingue, lui tire une balle dans la tête et au revoir, merci, rentrez chez vous quoi. Et il a pas tort. Fondamentalement. Très subtil Todd McFarlane. J'aime beaucoup. C'est un petit peu radical, mais justement quand tu évoquais aussi cette façon de singer un petit peu, donc ça se retrouvait dans la bande dessinée avec ce personnage qui ressemble un peu d'ailleurs à Brian Michael Bendis, mais aussi il y a quand même un arc qui s'appelle volontairement Reboot et qui dure pas très longtemps. Il y avait des couvertures qui se moquaient de ce que faisaient les Big Two à ce moment-là. Il y a eu même des façons extra-dégétiques de se moquer de ce que faisait le reste de l'industrie super-héroïque. Ouais, avec le 101e numéro qui était du coup un numéro 1 sans en être un. Sur un marché qu'on plaît à appeler industrie, mais qui n'est qu'un artisanat, faut pas l'oublier. Dans lequel les auteurs jouent un petit peu de cette rivalité, parfois fausse rivalité, pour faire parler d'eux quoi. Faut pas oublier que ça fait maintenant seulement une dizaine d'années qu'on commence à parler des comics comme étant quelque chose qui a trouvé une valeur, grâce à quoi? Grâce à leurs adaptations au cinéma. C'est-à-dire que l'industrie cinématographique ou celle des séries télé plonge allègrement dans ce matériau créatif que sont les bandes dessinées pour se trouver une raison d'être quoi. Auparavant ça n'existait pas, donc les auteurs avaient besoin parfois de surjouer un petit peu le rôle et d'être dans des oppositions peut-être parfois plus de principes ou de jeux entre auteurs ou entre sociétés pour faire exister leur création et puis avoir voix au chapitre quoi. Dire que pour toi c'est plus du jeu, enfin ça sera plus des taquineries plutôt qu'un vrai tacle envoyé parce que même si tu parles d'artisanat, t'as quand même le côté industriel avec des pratiques qui sont de plus en plus justement développées par les Big Two sur les couvertures variantes à gogo, sur les relaunchs permanents et tout ça, qui doivent forcément agacer puisque les conséquences au final c'est que ces publications des majors prennent beaucoup plus de place sur les étals que celles des indés. Ce n'est qu'une guerre commerciale de toute façon, on est bien d'accord là-dessus. Non, il n'y a pas que un jeu comme ça entre personnes consentantes. Il y a également effectivement un vrai combat pour exister, tout simplement au sein de ce domaine d'activité qu'est la bande dessinée aux États-Unis et la force de frappe marketing ou de distribution qui peut exister en faveur des deux majors que sont Warner et Disney, elle est sans commune mesure avec celle dont disposent les créateurs indépendants. Donc oui, c'est important de faire preuve effectivement de où on est et Kirkman est le premier aujourd'hui à être un chantre du comics indépendant où les auteurs vont rester maîtres de leur création quoi et tant mieux, tant mieux. Je dis tant mieux parce que c'est en plus quelque chose que personnellement je défends énormément au sein du catalogue que j'anime en France, à quelques rares exceptions près en termes de licence. Ça a été longtemps Star Wars, c'est historique, mais le reste, quand on regarde le contenu du catalogue, je travaille quasiment pas avec des licences aujourd'hui, mais uniquement avec
avec des séries dont les droits restent acquis à leurs auteurs, et à leurs créateurs. Ça me semble important. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est même quelque part Invincible. À une époque, on a même pris Invincible pour la mascotte officieuse de Image, puisque sur son costume, il y a justement le I surplombé du point qui fait le logo d'Image, et qu'on l'a quand même vu dans pas mal de séries. Là, récemment, dans le crossover de Donny Cates, on voit, ils sont un stand de comics, il y a du Invincible. Dans la série Ant de Mario Gulli, il y a une petite peluche Invincible. On l'a vu aussi dans les films, dont le film Paul avec Simon Pegg aussi, où il y a une référence à Invincible. Dans Walking Dead, il y a une référence à Invincible. Et donc, quelque part, c'est un petit peu justement... j'ai l'impression en tout cas que c'est l'un des super-héros qui a le mieux réussi ce pari de l'indé, si on fait exception des grands cadors des débuts d'Image Comics qui quelque part sont encore là aujourd'hui. C'est l'une des plus longues sagas. De manière moins proéminente, Ouais, voilà, tout à fait. C'est l'une des plus longues sagas qui commence d'ailleurs enfin à être adaptée, mais il s'est vraiment répandu, je pense, justement, longtemps avant la révolution des comics indés, de la deuxième révolution des comics indés qui a été Saga, qui a été justement toute cette nouvelle génération de créateurs. Ça a été longtemps, en fait, l'un des seuls mecs qui arrivait à tenir la dragée haute en super-héros à DC et Marvel en termes de popularité. On peut même aller plus loin que ça en précisant que c'est probablement le seul super-héros créé au cours des 20 dernières années qui a fait aussi bien son trou aujourd'hui, quoi. Quels sont les personnages qui ont réellement émergé au cours des 20 dernières années, aussi bien chez Marvel que chez DC, à part quelques anti-héros que sont respectivement Harley Quinn et son double masculin Deadpool chez Marvel. Et encore, Deadpool, ça fait près de 30 ans qu'il a été créé. Harley Quinn, personnage issu d'un dessin animé. Bon, voilà, quoi. Mais réellement, en termes de... dire Miles Morales par part de... Oui, alors maintenant, bien sûr, c'est très très discutable, mais Miles Morales n'est jamais qu'un retake de Spider-Man et quelque part un spin-off de Spider-Man, au même titre que l'avait été Spider-Man 2099, qui était une excellente réécriture du mythe Spider-Man à mon avis, quoi, il y a maintenant une grosse vingtaine d'années. Mais c'est tout. Voilà. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre comme nouveaux personnages? Il y a il y a près de 40 ans, c'est Nova qui faisait office de mélange entre Spider-Man et Green Lantern, et qui s'était imposé un peu comme le nouveau Spider-Man. Mais bon, on voit aujourd'hui que sur la durée, ça ne s'est pas installé de la même manière qu'Invincible a pu s'installer sur le paysage de la BD américaine, dans le genre en particulier super-héros. Ouais. Puisque la BD américaine ne se limite pas, bien sûr, seulement aux super-héros. C'est un méchant de bataille. Et alors justement, puisque tu parles de durée, c'est aussi là-dessus, sur ces 144 numéros principaux qu'Invincible, et Corentin et vous le mentionnez déjà auparavant, mais qu'il y a vraiment une continuité qui s'installe et un changement de situation, c'est-à-dire que on démarre avec un Mark Grayson adolescent qui va découvrir ses pouvoirs, et donc sans révéler tout ce qui va se passer évidemment, mais il est question quand même de couple, il est question de mariage, il est question de parentalité, où le fait justement que Mark va évoluer aussi en tant qu'adulte, et ça c'est quelque chose que justement, et on doit encore faire l'opposition, sur lesquels le super-héros mainstream ne se permet quasiment pas de le faire, où il y a très peu de personnages qui ont connu, et en plus en seulement 10 ans quelque part, de telles évolutions. Oui, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure avec le fait que systématiquement à la fin de tel ou tel arc narratif, on revienne à un statu quo. À chaque fois qu'on a tenté de marier un personnage iconique préinstallé, que ça soit Superman ou Spider-Man, quelque part la vertu de la réécriture a posteriori ou de la rétro-continuité, on fait revenir le personnage à son essence première, quoi. Ça n'a jamais été une grosse réussite lorsqu'un personnage, par essence adolescent dans son esprit, change de statut et devient adulte, parce qu'il s'agit toujours d'aller chercher à travers ce fantasme adolescent du super-héros surpuissant qui met une cape et un slip au-dessus de son pantalon, et ça dit d'aller flatter l'adolescent qui est en nous. De là à dire que tous les lecteurs de super-héros sont tous des adolescents qui n'ont pas fait leur mue, j'irai pas jusque là, mais il y a un petit peu de ça dans le plaisir coupable que l'on peut avoir à vouloir suivre un super-héros. C'est quelque part une espèce d'image un peu figée dans le temps de cet adolescent surpuissant, quoi. En revanche, pour rebondir sur ce que tu évoquais, Arnaud, tu évoquais le thème de la parentalité, mais là on touche de très très près l'un des thèmes qui est systématiquement mis en avant ou en filigrane dans toutes les créations aujourd'hui. Il y a très très peu d'exceptions à ça, de Kirkman, que ça soit Invincible avec leur relation entre Omni-Man, le père, et Mark Grayson, ou même plus tard entre lui
et son frère à ses enfants. C'est le cas dans Walking Dead entre Rick Grimes et Carl, son fils. Bref, la relation père-fils, elle est au cœur de toute la création de Robert Kirkman, et ce depuis maintenant plusieurs décennies, quoi. Ça, c'est vraiment un des points marquants. On peut passer des heures à décortiquer toutes les séries, et on retombera un petit peu sur ces fondamentaux là de l'écriture, qui est propre à Kirkman, et ce sont des thématiques sur lesquelles il revient systématiquement. C'est vrai dans Outcast, c'est vrai dans Oblivion Song aussi, mais cette fois-ci à travers une relation de fratrie. Mais on a toujours cette dimension qui est extrêmement importante et toujours très très bien menée de la part de Kirkman. Il y a aussi un truc qui est spécifique à l'écriture de Kirkman, c'est comme c'est quelqu'un qui travaille sur des longs formats. Il y a souvent, Omni-Man évidemment, mais pas que. Enfin, je veux dire, il y a quand même beaucoup de personnages qui ont tendance à devenir soit plus gris, soit plus compliqués. L'exemple le plus frappant évidemment étant Negan. Mais dans Walking Dead, dans Invincible, c'est un peu pareil. La plupart des personnages qui parfois partent bien ou parfois partent mal vont finir par devenir de plus en plus compliqués avec le temps, au point que personne n'a jamais été 100% gentil. Même Mark a dû faire des compromis à quelques moments de la série. Et c'est vrai que ça aussi, cette complexification des choses fait partie justement de ce qui a fait le succès, je pense, de la série, parce que comme tu le disais tout à l'heure, Thierry, on a grandi avec, et petit à petit on dépasse ce dont tu parlais, le côté on fait la mue en fait vers l'âge adulte, et c'est vrai que même Mark Grayson, qui au départ est un personnage qui est très naïf, candide, simpliste, va comprendre que le monde est plus compliqué, que parfois on fait des choix qu'on n'a pas forcément envie de faire, mais que c'est la vie entre guillemets. Avoir des amis qui vont justement passer soit dans le mauvais camp, qui va entre guillemets apparaître comme un mauvais camp au début, puis après s'expliquer dans un monde plus global, etc. Et moi, c'est aussi un truc que je qualifierais justement dans l'écriture de Kirkman, c'est ce refus en fait du manichéisme qu'il a toujours justement développé dans la plupart de ses séries. Oui, qui est quelque chose que l'on retrouve assez fortement chez les super-héros traditionnels, où un gentil se doit d'être un gentil quasiment jusqu'au bout, et un méchant doit être définitivement méchant. Alors c'est vrai qu'il y a des variations autour de cela. Ça a été beaucoup plus vrai dans les années 60-70. Alors peut-être que le monde était plus simple à décrypter, tout simplement à cette époque-là. On n'était pas en surabondance d'informations de tout ordre, mais c'est vrai que c'est très très propre à l'écriture de Kirkman que d'essayer de retranscrire les innombrables nuances de gris qui composent une personnalité qui n'est pas ni blanche ni noire, quoi. Et puis dans Invincible aussi, il y a du multivers, non ? Beaucoup de multivers. Et très rapidement, on imagine, où justement là, il se fait complètement plaisir, et ce, des années avant que Rick and Morty n'aille encore plus loin, quoi, sur les différentes versions des personnages qui existent, avec des grosses envolées complètement hallucinées. Ce qui est aussi une autre manière de plonger dans son amour des comics, à la fois Marvel, mais aussi DC Comics, puisque cette logique des multiverses, elle est propre, je dirais, aux univers de super-héros. Donc c'est presque un prérequis lorsqu'on se met à faire des super-héros que de passer par là à un moment donné, quoi. Même Alan Moore s'est amusé à le faire sur Miracle Man ou Captain Britain à une époque, et voilà, tous les grands auteurs à un moment donné en viennent, je dirais, pour tenter peut-être a posteriori d'expliquer ou de faire de la rétrocontinuité en disant bah tiens, si finalement tel personnage a agi ainsi à un moment donné, c'est peut-être parce que c'était pas exactement la même version du personnage. Donc quel est le easy way out, quoi? Quelle est la meilleure solution pour expliquer ça? C'est de dire qu'il vient d'un univers parallèle, quoi, tout simplement. Donc c'est des trucs narratifs, oui, qui sont propres au genre super-héros, et Kirkman ne s'en prive pas là sur Invincible, qui est à la fois un univers extrêmement dense, riche, mais qu'il a su contenir principalement dans une seule série qui s'appelle Invincible, sur près de 150 numéros, et quelques rares spin-offs que tu as évoqués tout à l'heure, comme Les Gardiens du Globe, Brit, Tech Jacket, donc c'est vraiment là où on découvre la richesse de la culture que peut avoir Kirkman, et qu'il réinjecte dans l'écriture de Invincible. Toi justement Thierry, qui le connaît, le Bobby, est-ce qu'il a Bob Clarkman, est-ce qu'il aurait l'intention un jour de refaire justement du super-héros, même en indé? Moi, je suis pas dans sa tête, et je peux pas. Non, mais je peux pas répondre à cette question, clairement. Enfin, t'es sympa, il te demande juste de dire c'est quoi qui t'a écrit récemment dans vos mails privés, enfin. Non, je demande ça parce que j'ai l'impression qu'il a un peu tout mis, tu vois, dans la série. Qu'il est un peu, pardon. Qu'il a un peu tout mis dans Invincible. Toutes ses envies de super-héros ont été canalisées dans Invincible.
Oh, mais il a mis beaucoup de choses, mais c'est le propre des séries fleuves comme ça, c'est le propre des soaps, parce que faut quand même pas perdre de vue, c'est que le genre super-héros, avant d'être un genre super-héros, c'est de l'écriture de soap, comme on peut la trouver dans le soap opéra ou dans les soap séries télé. Et simplement, de la même manière que Walking Dead est un soap dans un registre qui est celui de l'horreur post-apocalyptique avec des zombies, Invincible n'est jamais qu'un soap dans un registre et un genre qui est celui des super-héros. Donc le soap lui-même est simplement une réécriture constante. J'entendais encore ce matin que des séries des années 80, sous couvert de retour de la nostalgie d'un certain nombre de producteurs et de téléspectateurs, on allait refaire la suite de Sex and the City ou de séries comme ça des années 80. C'est bien la preuve qu'on n'est jamais en mal de réécrire autre chose. Donc je veux pas du tout moi répondre à la place de Kirkman, je suis pas dans sa tête et je prétends pas l'être. Et en revanche, c'est ce qu'il fait en fait à travers d'autres choses. On peut écrire dans le genre soap sous couvert un petit peu de super-héros sans pour autant qu'il y ait un masque, une cape et un slip au-dessus du pantalon comme je disais tout à l'heure, mais il l'a fait un petit peu ces dernières années avec en collaboration avec McFarlane sur Haunt. Quelque part, Oblivion Song est une manière de jouer sur des mêmes registres que celui des super-héros, sauf qu'il n'y a pas vraiment de super-héros au sens propre et au sens super-pouvoir du terme. Furtif, que l'on va présenter d'ici quelques temps, est une création de Kirkman en collaboration avec Marc Silvestri, qui avait fait l'objet d'une première publication il y a maintenant pas mal d'années dans le cadre d'une initiative qui s'appelait le Pilot Season chez Topco et qui consistait à présenter 4 ou 5 numéros 1 et à laisser le lecteur et les amateurs choisir celle qui deviendrait au moins une série limitée derrière. Furtif, Stealth en anglais, est une création de Kirkman, donc il a encore des choses à dire et à raconter dans ce registre-là. On peut lui faire confiance. Qu'il ait envie, par ailleurs, de revenir au genre ou d'écrire à la fois d'autres épisodes de Invincible ou des Gardiens du Globe ou autre, ça c'est une autre histoire et ça ne regarde que lui, de la même manière qu'il a dit que pour l'instant il ressentait pas le besoin de revenir sur Walking Dead, mais peut-être que ça sera le cas d'ici quelques temps. Et puis n'oublions pas que très récemment il s'y est plus ou moins replongé, puisque quand on sait qu'il est le scénariste du premier épisode de la saison 1 du dessin animé Invincible, avec une véritable réécriture de ce qu'il avait pu produire il y a maintenant quasiment une vingtaine d'années, ça prouve qu'il est toujours possible de réécrire des choses, même sur un univers et des personnages que l'on connaît très bien, quoi. C'est-à-dire sur la réécriture, Oui, tout à fait. Non, mais c'était une très bonne réponse. Et justement, sur la réécriture, qu'est-ce qui vous a le plus marqué sur les différences, du coup, alors autre, à part l'arrivée du twist beaucoup plus tôt, sur notamment le changement de Amber, le changement aussi pour William, qui, voilà, commençons par Thierry, de toute façon, parce que c'est notre invité. Il y a il y a pas mal de choses qui m'ont moins intéressé, parce que justement, c'est ce qui, à l'instar de ce que représentait l'écriture de la série télé Walking Dead, d'avoir un copier-coller du comics m'aurait pas intéressé plus que ça, quoi. Ça n'aurait été qu'une simple adaptation assez plate. Là, de découvrir que Green Ghost est une nana alors que dans la BD c'était un mec, c'est plein de petites choses comme ça qui viennent. Science Dog devient Séance Dog, clin d'œil, ça on pourrait expliquer, en parler pourquoi ensuite. Mais c'est surtout la capacité qu'a eu Robert là de prendre le temps et soit de raconter de manière très explicite et frontale des séquences qui étaient complètement en off dans le comics, ça m'a intéressé. Il a pris le temps avec sa réécriture des premiers épisodes du dessin animé, de la série animée, d'approfondir aussi énormément la relation entre les personnages, que ça soit la relation entre Mark et les personnages qu'il côtoie au lycée ou avec les parents, la relation entre Omni-Man et Deborah, sa femme. Je trouve qu'elle
est extrêmement bien rendue dans la série télé, alors qu'elle était juste assez rapidement évacuée dans les premiers épisodes de Invincible, la BD. Voilà, tous ces éléments-là font que remanier aussi dans la manière d'enchaîner chronologiquement les événements en font une vraie réécriture et un vrai plaisir de relecture à l'écran d'une série qu'on a suivie pendant des décennies et qu'on a aimé, quoi. Ouais. Bah moi plus directement, du coup, effectivement, je suis d'accord avec Thierry sur des points précis. Mais Kirkman en parlait en interview, justement, on lui posait la question comment faire du neuf avec quelque part du vieux, parce que ça a bientôt 20 ans. Il expliquait justement qu'il avait essayé de moderniser certaines choses, et je vois ce qu'il veut dire quand justement tu prends par exemple le personnage de Amber, qui normalement est blanche dans le comics. Quand elle apparaît au départ, c'est vraiment juste la belle nana avec qui sort Mark Grayson et qui n'a pas vraiment de substance. Et en fait, au fur et à mesure des volumes, elle va prendre de plus en plus d'importance, elle va gagner en personnalité, elle va gagner en complexité. Là, quelque part, du coup, elle est écrite dès le départ comme personnage qui est plus intéressant, qui est effectivement plus doublé par Zazie Beetz, d'où probablement ce changement de couleur de peau. De la même façon, son colocataire et son meilleur ami, qui tout au long de la BD passe un peu pour une sorte de bourrin, qui arrête pas de dire à Mark Grayson que ce qu'ils font est gay, tu vois, c'est espèce de truc qu'il avait fait comme blague à l'époque. Et en fait, on découvre plus tard que ce mec-là normalement est homosexuel. Et là, en l'occurrence, a priori, c'est déjà évoqué, en tout cas, c'est déjà très suggéré ou assez évident dès les débuts de la série animée. Après, il y a des trucs évidemment par rapport au fait que ce soit Steven Yeun qui double le personnage d'Invincible en VO et que du coup, Steven Yeun étant asiatique, la mère a priori de Mark Grayson dans cette continuité-là est aussi asiatique puisqu'elle est doublée par Sandra Oh. Ouais. Il y a des traits qui peuvent le laisser penser, ouais, bien sûr. Voilà, après le dessin de Otley de Cory Walker du coup fait que aussi c'est un peu, comment dirais-je, dur à définir, mais c'est un truc que je trouve assez intéressant parce que c'était pas du tout dans la version originale. Sinon, on voit plus un petit peu plus les Gardiens of the Globe, qui d'ailleurs du coup sont doublés en VO par les acteurs de The Walking Dead, qui retrouvent leur voix française du coup, donc c'est le passage de témoin pour Kirkman qui passe d'une adaptation à l'autre, donc ça c'est rigolo. Puis dans l'ensemble, non, moi je trouve que c'est effectivement intéressant en termes de comment est-ce qu'il a digéré les inexactitudes ou les petites maladresses qu'il avait fait au début des volumes où justement c'était encore en construction. Évidemment, l'univers de Savage Dragon disparaît. Il n'y a plus de référence à l'Imageverse pour des raisons de droit. D'ailleurs, du coup, Cyril, si tu veux nous raconter pour le chien suprême. Oui, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec Séance Dog au lieu de Science Dog. Beau t-shirt. Hein. C'est tout simplement. Là, je suis content, je suis fier. Je l'ai ramené de San Diego il y a des années, c'est pour ça. Thierry a un t-shirt Science Dog au moment où il nous parle. Pour ceux qui n'ont pas l'image, nous on l'a. Qui est d'ailleurs un t-shirt que portait Carl dans la série télé Walking Dead à un moment donné. Voilà. Au passage, donc oui, ce qui se passe, c'est que c'est uniquement des questions de droit. Aujourd'hui, les personnages qui entourent Invincible et l'univers d'Invincible font partie effectivement des droits qui ont été cédés pour le dessin animé. Ce n'est pas le cas de Science Dog, qui reste une propriété propre à Kirkman et à Skybound, sa maison d'édition et de production. Ce qui peut laisser supposer que Science Dog est susceptible de devenir un dessin animé ultérieurement ou autre chose par la suite, mais qui ne sera pas dans ce cas-là verrouillé par le contrat propre à Invincible. Voilà, tout simplement. C'est la raison pour laquelle Science Dog devient Séance Dog dans le cadre du dessin animé. Oui, parce que ça m'évoque même, parce qu'il y a un autre dessin animé jeunesse adapté d'un Super Dinosaur, qui est fait. Tu peux t'imaginer que Science Dog pourrait avoir à droit ce genre d'aventure canine un peu plus douce. Pourquoi pas. Il y a beaucoup de choses qui sont en développement ou en cours de développement, ne serait-ce qu'un film live autour d'Invincible, qui est une arlésienne depuis maintenant qui est toujours en projet, voilà. Et on n'est pas du tout à l'abri, et tant mieux, de voir un jour débouler d'autres IPs, d'autres propriétés intellectuelles créées par Kirkman et ses acolytes dessinateurs, sous forme de dessins animés, de jeux vidéo, de films live, que sais-je, enfin, de séries télé, quoi. Donc, oui, de toute façon, dans la BD Invincible elle-même, il s'en servait aussi pour faire justement, il y a Tech Jacket, évidemment, qui a un rôle très important, une fois dans la partie espace. Il y a le Wolfman aussi qui est là.
Ouais. En fait, la plupart des personnages qu'il a créés en indé chez Image viennent faire un petit caméo ou une apparition. Donc, il est possible que la série télé serve aussi de rampe de lancement. Ah bah ça va même au-delà de ça, puisqu'il y avait un vrai crossover qui a même été fait entre Wolfman et Invincible à un moment donné. Et je précise aussi pour l'anecdote qu'il y a même eu un vrai faux crossover entre Spider-Man et Invincible dans le cadre d'un numéro où Invincible s'échappe le temps d'une case dans un univers parallèle. Et oui, tout à fait, oui. On découvre que c'est un numéro de Marvel Team Up dans lequel Invincible côtoie Spider-Man, ce qui était à l'époque l'occasion de donner à Ryan Otley l'occasion de dessiner Spider-Man. Comme quoi l'histoire fait des boucles, puisque Ryan Otley, il y a maintenant 1 ou 2 ans, est arrivé sur une nouvelle série régulière Spider-Man, quoi, qui a été un de ses rêves de gosse. Donc voilà. Justement, toi, il y avait toujours eu cette volonté aussi de publier les spin-offs, parce que les Gardiens du Globe, Tech Jacket, Brit, tu les as publiés aussi en VF, et donc c'était vraiment pour accompagner aussi tout cet univers. Pas seulement parce que, comme je l'évoquais tout à l'heure, on peut pas dire que ce soit le succès fou d'Invincible qui m'ait poussé à le faire. C'est simplement qu'il y avait une qualité intrinsèque de ces séries que je souhaitais pouvoir présenter. Brit en particulier, qui est, alors là aussi on évoquait toujours cette thématique propre à Kirkman de la relation père-fils et sa relation aussi aux personnages plus âgés, à la vieillesse. Et Brit est un vieux briscard, quoi, en fait. Hein. C'est un vieux super-héros. Voilà, et ça c'est quelque chose qui n'existe pas tel quel lorsqu'on regarde un petit peu la production des Big Two. Hein, tous les super-héros ou les super-héroïnes sont toujours très propres sur eux, ils ont pas un poil qui dépasse, ils sont tous jeunes, beaux, la police, pas d'acné. Kirkman, lui, il nous montre des personnages un petit peu plus réels, un peu plus vieux, quoi. C'est même, je reviens à nouveau sur Furtif tout à l'heure, puisque le principe de Furtif, c'est le pitch est très simple, c'est un vieux super-héros qui va être cornaqué par son fils, mais qui est là un peu pour faire le ménage, parce que le vieux super-héros en question, il a Alzheimer. Voilà. Donc c'est pas évident d'avoir un papa vieillissant qui a Alzheimer, mais qui est aussi un super-héros. Thématique jamais abordée nulle part ailleurs. Voilà, ça c'est du Kirkman pur, quoi. D'accord, bah ouais, effectivement, mais est-ce que c'est enfin là c'est vraiment un aparté, mais ouais, parce que c'est justement une thématique qui est assez difficile d'accès, donc aussi difficile à vendre techniquement à un lectorat. Bah, je te laisserai découvrir la lecture de Furtif, ouais, parce que c'est c'est tellement bien fait, tellement réjouissant comme écriture et comme création. Que justement on se rend compte qu'il n'y a pas forcément de sujet tabou et qu'il faut peut-être pas hésiter à aller là-dessus, quoi. T'évoquais toi-même tout à l'heure la capacité de réécrire 15 ans après la création de la série des personnages pour les rendre plus modernes, plus dans l'air du temps. La cause LGBT, les relations de personnages d'un même sexe ou les relations interraciales sont des choses qui sont beaucoup plus fréquentes aujourd'hui, et c'est tant mieux qu'elles ne l'étaient il y a une vingtaine d'années, quoi. De la même manière, parler des vieux dans une BD, je suis désolé, c'est pas sale, quoi. C'est même un vrai enjeu de société si on doit rentrer dans ce détail-là, même si c'est pas le sujet aujourd'hui. Effectivement. Qu'est-ce que tu peux me dire un peu de l'impact que ça a Invincible sur le super-héros, sur le monde des comics maintenant que ça fait 3 ans que c'est terminé, c'était 2017 de mémoire. Quel impact maintenant on arrive à avoir avec le recul de cette série? Moi, je considère que depuis sa création, il a un impact énorme. Simplement, c'est pas un impact qui est partagé par des centaines de milliers de lecteurs. Donc, ça va peut-être venir, justement, à l'occasion du dessin animé d'une part, mais aussi de la nouvelle édition qu'on propose aujourd'hui. Je pense qu'il serait temps qu'on s'intéresse à d'autres créations que celles qui sont ultra marketées par des multinationales du divertissement pour leur propre qualité, quoi. L'impact en tant que tel, c'est celui de proposer un néoclassique qui permet de rafraîchir et de rajeunir un genre qui a plus de 50 ans à son actif et qui serait temps un petit peu de dépoussiérer, quoi. Et voilà, il y a rien de mieux aujourd'hui pour faire le job que Invincible. Ouais. Moi j'ai aussi l'impression. Je fais pas que de la promotion commerciale, c'est vraiment quelque chose que je ressens. C'est vraiment quelque chose que je ressens par rapport au personnage et depuis les origines, depuis sa création et depuis que je le lis depuis 2003, quoi. Donc ça fait 20 ans maintenant, ouais. Pas loin.
Ouais. Bah, du moins, moi, je voulais me faire un peu le porte-parole de nos amis auditeurs, voire de nos amis lecteurs, parce qu'on fait aussi parfois de l'écriture quand on ne podcaste pas. J'ai un peu l'impression que ça a été justement le Spider-Man d'une génération, entre guillemets, et quelque part aussi même, je m'avance un petit peu, mais pour moi, en tout cas, ça a aussi été un petit peu du Dragon Ball, si tu veux, transposé aux États-Unis. C'est-à-dire que dans la façon dont justement Kirkman conçoit, enfin surtout Otley, conçoit ses batailles, conçoit cette espèce de pression de la menace permanente qui va arriver sur Terre et on l'attend, et on sait que ça va défourailler avec ce côté un petit peu les Saiyans et tout. En tout cas, dans l'impact de celles et ceux qui l'ont lu, j'ai vraiment en tout cas l'impression que c'était quelque chose de marquant. C'est-à-dire que c'est pas juste... on a coutume de dire dans le super-héros que le lectorat se renouvelle tous les 3 ans, c'est ça Arnaud, tous les 3 ans voilà. Oui. Que là, pour le coup, c'est vraiment justement... Les marketeurs, aiment à dire ça, oui. Ouais. Moi, j'ai un petit peu l'impression justement que c'est ce genre de série qui permet de fidéliser aussi un lectorat, parce que c'est ces grandes sagas dans lesquelles on manque aujourd'hui. On parlait de Image Comics, c'est vrai qu'aujourd'hui on manque un peu d'ongoing. Ça a été le cas pendant très longtemps, mais ces longues sagas fleuves et justement qui arrivent à prendre le lecteur au sérieux, à l'accompagner, à évoluer vraiment sérieusement avec justement cette pression du combat, du kiff en fait un peu adolescent parfois, des grosses bagarres mélangées à du drame humain assez bien foutu. Je pense vraiment quand même que ça c'est considéré par ceux qui l'ont lu comme un des meilleurs comics de super-héros. En tout cas, c'est ce que on nous fait souvent remonter. Je sais pas s'il y a vraiment une sorte de charte à établir, mais à mon avis, voilà, c'est pour ceux qui vraiment ont eu la chance de le suivre en direct encore plus, ça fait partie, des grandes sagas des années 2000 et des 2010 du coup en super-héros et qui quelque part, a vraiment donné des leçons à des scénarios par ailleurs. Donc, ça n'existe nulle part ailleurs. Ça n'existe plus chez Marvel et DC qui reboot tous les 4 matins. Il suffit de regarder les numérotations des séries de comics que l'on suit aujourd'hui. Moi, je suis bluffé de voir que Immortal Hulk vient de passer le cap des 50 numéros, quoi. Ça devient énorme. Il va s'arrêter justement au 50e numéro. C'est ça l'histoire de rebooter, du coup, c'est ça. Histoire de rebooter derrière, ouais. Mais c'est pareil pour Batman, c'est pareil pour tout ça. Enfin, c'est une succession de mini-séries, c'est rien d'autre. L'idée derrière consiste simplement à aller chercher un lecteur parce que c'est un nouveau numéro 1, quoi. Aujourd'hui, quand on regarde les séries de super-héros ou apparentés qui existent sur le marché, elles sortent toutes les 3 qui me viennent en tête là, maintenant, comme ça, sans même y réfléchir, elles viennent de chez Image. Ça a été Invincible, même si la série est arrêtée. Ça reste Savage Dragon qui va allègrement vers son 300e numéro, et ça reste Spawn, qui, de manière discutable, est une série de super-héros, matinée d'horreur et autres, mais qui, elle, va vers son 350e numéro. Ça, c'est la réalité. Voilà, les grandes sagas liées à un personnage qui sont toutes pilotées, il faut le rappeler, par leur créateur, c'est ce qui fait la différence par rapport au Big Two et des personnages qui, certes, sont établis depuis plusieurs décennies, voire pour plus de 50, 60, 70, voire 80 ans pour un certain nombre d'entre eux. C'est des équipes artistiques qui vont rester aller au mieux quelques dizaines de numéros, quoi, mais qui ensuite partent vers d'autres horizons ou s'intéresser à autre chose, voire même utiliser leur notoriété acquise sur un personnage connu pour créer leur propre création derrière, pour travailler sur leur propre création chez les indépendants. Et tu mentionnes un peu les multinationales du divertissement, mais est-ce qu'il n'y a pas un peu juste une contradiction avec le fait que ce soit quand même aussi un géant Prime Amazon derrière qui s'occupe d'adapter Invincible? Tu parlais notamment d'IP avant aussi. Il y a pas un risque un peu de dénaturer parfois c'est justement ces fleurons de la bande dessinée indépendante américaine en les faisant passer malgré tout dans les bras de colosses titanesques de multinationales? La meilleure des réponses, c'est les adaptations réussies qu'il y a eu ces dernières années. Tu regardes, on évoquait tout à l'heure Umbrella Academy de Gerard Way qui garde effectivement la main mise avec Gabriel Bá sur Umbrella Academy et qui participe vraiment, qui produit la série et qui fait très attention aux matériaux d'origine. Si on s'en réfère aux 2 ou 3 premiers épisodes de Invincible, on voit bien que Kirkman, en tant que producteur exécutif et voire même scénariste, veille au grain, de la même manière qu'il a veillé au grain sur la série live Walking Dead pendant très longtemps. Voilà, il suffit dans les négociations et dans les contrats que l'on soit un petit créateur de son côté et une grosse multinationale de plateformes de diffusion comme Prime Video ou Netflix. Si la négociation se passe bien et que les créateurs restent impliqués dans le développement effectivement
des séries ou des films qui mettent en scène leur création. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Là où ça se passe moins bien, c'est quand ce sont des studios qui prennent la main sur les créateurs. Je pourrais pas tirer sur l'ambulance, mais enfin, le JLA avant la Director's Cut de Snyder, c'est pas forcément un film inoubliable. Effectivement, c'est un exemple assez à propos pour. Trop facile. Ah, mais il arrive à point nommé pour le coup, effectivement. Ils sont arrivés quasiment à une semaine d'intervalle, les deux produits. Mais justement, sur la série animée Invincible, ce qui est bien aussi, c'est d'avoir Cory Walker qui revient. Donc, on disait déjà que Kirkman était de retour pour réécrire son histoire. En même temps, on a Cory Walker qui est, alors c'est lead designer, je crois, ou lead character designer. Et ça aussi, c'est une marque de qualité et de respect de l'œuvre de départ. Donc, ça répond directement à ta question tout à l'heure. Je pense que lorsque les bonnes personnes sont impliquées ou dans les bons rôles, il n'y a pas de raison, quel que soit le canal de diffusion, gros canal de diffusion ou pas. Mais c'est évident, quand je parlais de multinationales du divertissement, je parlais de manière très très explicite de Disney et de Warner. Ouais. Mais par rapport à ça, le truc c'est que la qualité visuelle d'Invincible se retranscrit très bien en animation, et notamment d'autant plus quand tu reprends vraiment le style du dessinateur original. Mais est-ce que c'est pas du coup quelque chose d'un peu risqué de le voir se développer en live action? Tu penses que ça pourrait être aussi convaincant à la fois sur le format, parce que tu peux pas raconter autant de choses dans un film que dans une série, mais même aussi sur le visuel, puisque moi, c'est quelque chose en fait dans lequel on milite un peu, on va dire, dans le podcast depuis pas mal de temps, c'est de dire que vraiment la place de l'adaptation pour le super-héros, c'est vraiment l'animation plus que le film en live action. Moi, je fais pas de procès d'intention tant que j'ai pas vu les choses. On a des exemples depuis maintenant 20 ans d'excellentes adaptations de super-héros que l'on disait à une époque complètement inadaptables en live parce que on était même mentalement limité par ce que visuellement on pouvait créer en termes d'effets spéciaux. Aujourd'hui, on peut tout créer, tout recréer en termes d'effets spéciaux et on rend crédibles des personnages dont on aurait pensé qu'ils ne pouvaient pas l'être. Un seul exemple pour parler de ça, la série télé Hulk avec Lou Ferrigno et ce qu'on en a fait aujourd'hui dans les films Avengers. Voilà, ça c'est on a deux époques et on a deux techniques très différentes qui permettent de rendre quelque chose. Autant le Hulk avec Ferrigno aujourd'hui, on le regarde et on trouve ça mignon dans le meilleur des cas, ridicule dans le pire, alors que un Hulk en image de synthèse se marie parfaitement avec le récit et l'ampleur qu'on veut donner au récit sur Avengers. Non, je fais pas de procès d'intention. Il y a des choses qui sont très réussies. Encore une fois, si les gens qui sont aux manettes sont capables de respecter les personnages, que l'on ait des designs de personnages qui sont intéressants, que les effets spéciaux sont à la hauteur, on aura quelque chose qui va bien rendre au final et qui en fera un bon film. Quand Guillermo del Toro s'est attaqué à Hellboy, c'était soi-disant pas adaptable. Pendant des décennies, on a dit que Watchmen serait pas adaptable au cinéma. Pourtant, Snyder en a fait quelque chose. Voilà. Encore une fois, c'est vraiment une question, je pense, de capacité qu'ont des gens à prendre en main, en charge des créations et les adapter de belle manière. C'est vrai qu'en ce qui concerne Invincible, je suis pas certain que un live action amènerait quelque chose de plus que ce que à ce jour. D'accord, moi je quoi. J'attends juste qu'on me donne tort et qu'on me montre quelque chose qui fonctionne vraiment très très bien. Maintenant, pourquoi faire à la fois un dessin animé et du live action? Peut-être pour s'adresser à deux lectorats différents. C'est le choix qui vient d'être fait récemment et annoncé autour d'une création comics qui s'appelle Berserker, co-créée par Keanu Reeves. Et Netflix présentera un film en live action ainsi qu'une série animée. Pourquoi pas? Tout dépend encore une fois de la qualité, mais je fais pas de procès d'intention. Je pense qu'il faut attendre de les voir pour vraiment se décider. D'accord. Tu discutais pendant que Invincible était publié en France, tu avais des retours un peu de Kirkman sur l'édition, enfin vous discutiez un petit peu de ce que tu faisais en France alors? Le fait qu'il nous fasse confiance depuis plus d'une quinzaine d'années pour
se charger de ses créations et souhaite le poursuivre. Cette relation-là, c'est pour moi le meilleur des retours possibles. Quand on a la confiance des créateurs avec lesquels on a la chance de collaborer depuis plusieurs dizaines d'années et qu'ils veulent poursuivre la collaboration, c'est que quelque part on doit faire quelque chose qui est relativement propre et qui leur convient, quoi. Ils ont même souvent été bluffés par la qualité de production qu'on pouvait avoir sur nos ouvrages d'une part, mais aussi sur la manière qu'on pouvait avoir de les promouvoir sur le marché français. On a parfois proposé des choses auxquelles ils n'avaient absolument pas pensé ou qui ne convenaient pas forcément en termes de promotion sur le marché américain, et ils ont toujours été ravis de ça, ainsi que des résultats qu'on a pu observer sur les ventes de ces séries. Donc c'est ce qui fait que après l'avoir emmerdouillé pendant 10 ans, il a accepté enfin de venir à Angoulême avant la Coronapocalypse, donc c'était chouette. Ouais. Qu'est-ce que tu penses un peu dans les stratégies de promotion que vous avez fait qui n'ont pas forcément cours aux États-Unis? Bah, je sais pas, quand on a fait à plusieurs reprises, par exemple, une campagne d'affichage numérique et animée en gare de Montparnasse avec Walking Dead pour la sortie du dernier album, ils étaient super bluffés. Je voyais toute l'équipe de Kirkman qui était là en janvier dernier, qui était là en train de prendre des photos et des vidéos pour montrer à leurs mecs du marketing chez eux. Bon, après, il n'y a pas de métro, effectivement, aux États-Unis, dans les villes en question. Bon, c'est pas ça, mais c'est juste que ça, c'était vraiment adapté et c'était une manière de mettre en avant un certain nombre de choses. Ils débarquent à Angoulême, à la gare d'Angoulême, et ils voient des bus sur lesquels il y a des bandeaux Walking Dead, parce que c'est des choix de communication qu'on avait fait pour marquer la fin de la série et accompagner la fin de la série. Ce qui prouve bien que on se contente pas de mettre l'appuyer sur le champignon en termes de promotion lorsqu'il faut lancer une série, mais qu'on l'accompagne tout au bout. On tient pas une série comme Walking Dead pendant 33 tomes plus des hors-séries, sans que régulièrement on fasse preuve d'un certain nombre je dirais de beaucoup de créativité. On avait enregistré des films avec des acteurs pour assurer la promotion de sortie de trucs. Enfin, on est allé vraiment très très loin dans l'appareil promotionnel sur Walking Dead, parce que c'est une série qui sortait du cadre habituel des lecteurs de comics, mais touchait un public beaucoup plus large. Et là, ça nous donnait des moyens et des vecteurs de communication qui étaient sans commune mesure avec ce qu'on peut faire habituellement sur le lancement d'une série de bande dessinée américaine traditionnelle, quoi. Voilà. C'est plus difficile de communiquer sur Invincible aujourd'hui maintenant. Comment est-ce que tu veux un petit peu, donc on a les intégrales qui ressortent, donc qui effectivement permet de proposer un nouveau lectorat. On a la série qui a priori devra attirer l'attention au fil là des prochaines semaines. Comment est-ce qu'on accompagne maintenant aujourd'hui Invincible en France? En faisant un travail de fond qui est pas souvent le plus remarqué, mais qui consiste à ce que chaque tome d'une série, même au long cours, reste constamment disponible et non pas épuisé pendant des mois, voire des années, voire jamais réimprimé. C'est ce genre de travail de tous les instants qui consiste à promouvoir via les réseaux sociaux auprès d'un public cible, parce que c'est vrai qu'on travaille pas sur le même public a priori avec Invincible que sur Walking Dead. Walking Dead, on a pu bénéficier d'un grand public qui a suivi la série télé à l'époque, qui est sans commune mesure en taille avec ce qu'on peut espérer toucher avec une série comme Invincible, parce que le genre super-héros aujourd'hui est un genre qui limite de toute manière nos vecteurs de communication, quoi. On va pas forcément aller faire de campagne d'affichage 4x3 dans le métro pour Invincible. Ça n'aurait pas de sens, parce que c'est pas là où on va pouvoir toucher notre public cible, et même lorsqu'on cherche à l'augmenter, c'est pas forcément en passant par du 4x3 dans le métro qu'on va y parvenir, quoi. D'accord. Donc quel vecteur tu utilises maintenant? C'est quoi? C'est aussi au niveau de la communication avec les libraires? Beaucoup de réseaux sociaux, beaucoup de communication sur le réseau de distribution, parce qu'on a la chance, il faut le rappeler, d'être en France, protégé par la loi Langue, avec un réseau de diffuseurs et un réseau de distributeurs et des points de vente qui sont phénoménaux dans leur travail qu'ils peuvent opérer pour assurer le succès ou le suivi d'une série. Ça s'appelle les libraires. C'est des gens qui sont là pour conseiller, c'est des gens qui sont là pour aider effectivement un lecteur à s'intéresser un peu à autre chose. Et oui, on fait tout un travail de fond qui ne se voit pas forcément auprès du lectorat, auprès de tous ces relais qui sont pour nous des relais de promotion et des relais de vente des ouvrages que l'on édite. D'accord. Mais il y a plein d'autres idées, et en particulier des choses dont je peux pas encore parler, donc.
Ah, c'est pour ça, voilà, c'était le petit teasing qu'il fallait un petit peu pour la chose. Mais en tout cas, on rappelle donc qu'il y a effectivement 2 intégrales de disponibles qui permettent de découvrir la série immédiatement, en plus de votre abonnement à Amazon Prime Video. Voilà, donc choisissez bien vos investissements du moment. Puis Thierry, on va te remercier de nous avoir accordé de ton temps pour parler de cette bande dessinée en particulier, sachant que on a bien sûr l'intention de te retrouver plus tard pour parler d'autres bandes dessinées que tu édites, et même aussi d'édition de façon plus générale. Toi-même, tu sais que ça fait des mois qu'on se parle pour d'autres podcasts et que le destin joue un peu contre nous pour faire un podcast sur les aléas du sort. Merci également. Merci également Corentin d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir. Toujours. Tu es toujours là, c'est assez incroyable. C'est bizarre. Tu reviens à chaque épisode, tu n'es pas lassé de nous accompagner. Tu habites là, Corentin, en fait, c'est ça. Oui, tout à fait. Mais Arnaud et moi sommes un couple, en fait. Voilà, je le dis officiellement aujourd'hui, c'est l'exclusivité de ce podcast. Merci à toi, c'est devenu officiel. Et voilà, le coming out en direct, voilà, c'est ça. Moi, je voudrais juste préciser qu'effectivement 2 intégrales sont disponibles, qu'une 3e le sera en mai et qu'un 4e volume d'ici la fin de l'année également est d'ores et déjà programmé pour septembre. Donc, on va continuer à publier sur un rythme très dense et qui permettront aux lecteurs d'avoir leur dose très régulièrement d'invincibilité. Voilà. Très bien. En tout cas, on espère que ce podcast vous a plu et que ça vous a donné envie de découvrir les comics Invincibles. Comme vous l'avez remarqué, on n'est pas rentré dans le détail de toute l'histoire pour vous laisser aussi le plaisir de la découvrir. On fera peut-être un back issue spécial sur les comics pour aller vraiment tout spoiler comme des vilains. En tout cas, n'hésitez pas à nous faire vos retours sur l'émission. Vous pouvez la partager également sur les réseaux sociaux, à peu près partout, pour faire découvrir un comics, pour faire découvrir le travail d'un éditeur et pour mettre en avant aussi un podcast indépendant. Merci à toutes et tous et à bientôt pour le prochain First Print. Salut. Merci, au revoir.